Voilà, il y a quelque chose qui me tracasse, c'est la fameuse guerre de 14, dont ça va être le centenaire donc, qui a été, selon moi, provoquée par les intérêts financiers et industriels. Aujourd'hui, on parle d'Europe, on parle d'identité nationale, M. Jeannet en a parlé très bien. Quelle idée se fait-il de cette Europe qui s'est construite, d'après lui, sur les cendres de cette guerre de 14-18 dont je ne trouve pas mon compte aujourd'hui sur cette Europe. Jean-Noël Jeannet, l'idée que la guerre de 14 a été provoquée par des intérêts industriels ou financiers? Je crois que toute l'historiographie a évolué pour dire que ce n'est pas essentiel. C'est la tradition léniniste et autres. Même à gauche, même à l'extrême gauche, on remet beaucoup cela en cause. Il me semble que c'est beaucoup plus un système diplomatique qui est devenu fou, une sorte de machine infernale. Et une confrontation de nationalisme. Et que c'est les oppositions culturelles qui ont beaucoup plus compté. Il faudrait du temps pour développer ça. Naturellement, il y a eu quelques affrontements de puissances commerciales ou industrielles qui ont cherché dans l'appui des gouvernements, dans tel ou tel pays neuf, le moyen de développer contre l'autre sa prospérité. Mais cela, me semble-t-il, a été, on peut en débattre bien sûr, a été de peu d'importance par rapport à la réalité de l'incompréhension, de la rivalité des pouvoirs, des désirs de domination ici ou là. Rendez-vous avec X. Vous connaissez bien sûr cette affiche appelant à la mobilisation des Français et qui a été collée sur les murs le dimanche 2 août 1914. Il n'est pas inintéressant d'apprendre qu'elle a été imprimée 10 ans plus tôt. Alors, en 1904, on se préparait déjà à entrer en guerre. C'est ce que je voulais souligner.
Alles gut, ja? La politique coloniale est une manifestation internationale des lois éternelles de la concurrence. La paix sociale est dans l'âge industriel de l'humanité une question de débouchés. Jules Ferry, Le Tonquin, 1890. Les crises sont un mal nécessaire. On n'y peut absolument rien. La production dépend de la mode ou d'un courant dont on ne peut prévoir ni la durée, ni le développement. Aujourd'hui, tout est au militaire. On ne fait que des canons en acier et des plaques de blindage. Demain, ce mouvement peut s'arrêter pour une cause ou pour une autre. Donc, pléthore sur le marché, arrêt dans le travail, chômage, chômage forcé, fatal. L'impérialisme implique le militarisme immédiatement et des guerres ruineuses à l'avenir. John Hobson, Imperialism Study, London, 1902. L'essence du capitalisme est de produire des guerres. C'est la loi des reins de la guerre. Jaurès, intervention au congrès de Stuttgart, première commission, le 20 août 1907. Soit, vous prenez le parti d'en rire. Eh bien, vous verrez le résultat. Après la guerre, nous serons confrontés à une faillite massive, à la misère générale, au chômage universel et à une grande famine. August Bebel, 1911, à la tribune du Reichstag. Aujourd'hui, les nations civilisées se battent comme des chiens enragés pour avoir le droit de s'approprier et d'exploiter les peuples basanés. Dubois, 1914. Les affaires fructifient sur des ruines. Des villes se métamorphosent en monceaux de décombres, des villages en cimetières, des régions entières en désert, des populations entières en troupes de mendiants, souillés, déshonorés, pataugeant dans le sang, couvertes de crasse. Voilà comment se présente la société bourgeoise. Voilà ce qu'elle est. Rosa Luxembourg, Socialisme ou barbarie, écrit en prison en 1915. La guerre est la santé de l'État. Randolph Bourne, 1918. La guerre de 1914-1918 a été de part et d'autre une guerre impérialiste, c'est-à-dire une guerre de conquête, de pillage, de brigandage. Une guerre pour le partage du monde, pour la distribution et la redistribution des colonies, des zones d'influence du capital financier. Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, 1916. Mais le capitalisme moderne est fondé sur la notion de banqueroute, de faillite. Il y a des cas où les dettes deviennent trop importantes et là, elles doivent être restructurées. On ne peut pas avoir de capitalisme moderne sans cette institution de la banqueroute. Alors quand restructurer ? Un bon fonctionnement du capitalisme suppose qu'on soit capable de passer l'éponge régulièrement, si nécessaire. La Bible dit tous les 49 ans. Mars 2003. L'Amérique envahit l'Irak. Une guerre qui va faire des dizaines de milliers de morts, attiser les rivalités régionales et ternir le prestige de la dernière superpuissance. American and coalition forces are in the early stages of military operations. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. Il y a quelque chose que je suis très attaché, c'est que la France, de toute éternité, a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs.
et toujours été du côté des dictateurs. Et toujours été du côté des dictateurs. Nous ne ferons pas d'intervention au sol, pas plus d'ailleurs que nous n'en faisons en Irak. C'est un principe qui n'est pas un principe posé parce que nous refuserions ce type d'intervention. Nous l'avons fait au Mali. Mais de dire aujourd'hui qu'on est victime d'une agression armée pour justifier une intervention unilatérale en Syrie, je pense qu'effectivement on rentre dans une logique un peu bushienne dont on a très bien vu les résultats absolument désastreux. Jean-Yves Le Drian a parlé à un moment de guerre juste. Alors il parlait du Mali à l'époque et la situation est un peu différente puisque le Mali nous appelle au secours. Mais c'est vrai qu'on a une... Elle sort de nulle part cette idée de guerre juste, pas plus que de guerre préventive dont on parlait à l'instant. En fait. Oui, c'est un vieux débat. Finalement, voilà, finalement on invente des termes au fur et à mesure qu'ils nous arrangent pour notre politique, vous croyez? Oui, au-delà du droit. Oh, je pense qu'on le sait quand on est juriste, on habille les choses de façon à donner une apparence de légalité. Ce droit d'asile pour les réfugiés, pas pour les migrants économiques. Ce droit d'asile est inscrit dans notre Constitution. Il est impossible de renvoyer les migrants là où ils viennent, en temps normal. Déjà, j'étais Premier ministre il y a 25 ans, il n'y avait plus moyen de renvoyer des gens. Quelques-uns de mes successeurs ont beaucoup parlé de charter, ils en ont parlé plus qu'ils n'en ont fait. J'ai eu moi aussi le problème de réexpédier quelques-uns sans trop le dire, parce que moi je suis de gauche, alors je trouvais pas ça bien. Donc je me cachais d'une certaine façon, mais il n'y a pas moyen, personne n'en veut. Ne sachant pas où les renvoyer, et c'est là que une de mes initiatives était les lois. La première, il y en a 3 ou 4, des lois qui obligent les maires à faire un certain pourcentage de logements sociaux. Et on y voit 150 personnes qui se bousculent pour attraper des sacs de sandwich qui leur sont lancés par des policiers casqués qui portent notamment des masques hygiéniques. On voit des femmes, on voit des enfants au milieu. L'ONU s'en est pris à la Hongrie, complètement débordée par cet afflux de réfugiés. Je me souviens de ce film. Il restitue le théâtre des opérations pratiquement en live, comme disent les Américains. Regardez, tout se passe à terrain découvert. Des centaines de milliers d'hommes se lancent à l'assaut des positions ennemies, exactement comme pour les campagnes napoléoniennes. Il faut dire que la bataille de Morhange, non loin de Metz, est particulièrement sanglante. Le 25 août, 25 000 Français tombent en une seule journée. Joffre, lui, a déjà trouvé ses coupables. N'importe comment il en faut. La responsabilité des échecs va donc à la troupe. Manque de discipline et de combativité, nous gueule Joffre. Quand je pense que Maru porte son nom. Il exige des cours martiales, il veut nous mater. Le gouvernement fuit Paris pour Bordeaux, et dès cet instant, la conduite de la guerre est l'affaire exclusive des militaires. Les généraux multiplient jugements sommaires et exécutions pour l'exemple, et nous, on est pris dans les rouages d'une loterie géante. Amen. Pourquoi nous sommes autour de cette table 100 ans après à parler de 700 bonhommes alors qu'il y a eu 1 400 000 morts? C'est bien la question. Mais parce qu'ils ne sont pas morts comme les autres. Ils sont tombés sous des balles françaises. Et c'est ça qui nous angoisse. Ce sont des morts inapaisés qui nous tirent par les pieds. Ce sont des cadavres qui sont dans le placard de la Grande Guerre et qu'on n'a pas enterrés avec les autres. Donc, eh bien, ils nous hantent. Mais parce qu'il faut y avoir une réflexion nouvelle
qui est celle d'une génération à venir. C'est cette réflexion sur leur engagement, sur le sens du devoir. Pourquoi se sont-ils battus pour la France? Pourquoi ont-ils sont-ils allés jusqu'au sacrifice? Il y a un officier de cette époque qui écrivait une phrase très belle en parlant justement de ces soldats en 14 qui se débandaient. Il disait « Le cœur peut comprendre, le soldat ne peut pas absoudre. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. » Le maréchal Joffre l'a rappelé juste avant la bataille de la Marne, où il disait à chaque soldat que le pays attendait qu'il fasse son devoir. Ils étaient condamnés pour des fautes contre la discipline, c'est-à-dire essentiellement pour avoir abandonné leur poste en présence de l'ennemi, avoir désobéi à leurs officiers sur le terrain, éventuellement des voies de fait. Donc la différence avec la justice civile, on est condamné pour quelque chose, là on condamne pour ne pas avoir fait quelque chose, pour avoir désobéi. Abandonner le poste, c'est la mort, désobéir, c'est la mort. Et surtout, il existe un règlement qui s'appelle la discipline générale, et la discipline dit que le subordonné doit obéir en permanence, sans hésitation ni murmure. Vous voyez, on est loin des droits de l'homme. Il faut savoir qu'à l'époque, les familles étaient stigmatisées, c'était des veuves de lâches, un truc comme ça exactement. Souvent, certaines ont été obligées de quitter leur village, et tout, on fait des histoires assez sordides. Et la deuxième génération en a pris autant. Pourquoi? Parce que c'est des gamins ou des gamines qui n'ont rien compris. Elles ont vu leur mère tout d'un coup, et ça les a traumatisés. J'ai découvert que, si vous voulez, que la première et deuxième génération ont été otages, à tel point que cette deuxième génération n'a pas parlé à la troisième. Et la génération actuelle, c'est ce qu'elle dit, on nous a volé notre enfance, on ne sait pas. Et là, ils découvrent tout d'un coup, et c'est un choc pour certains. Je milite pour qu'on sorte tous les documents qui existent, il existe des dossiers, et que la population regarde. Je pense que tout Français est capable, tout citoyen, de comprendre quand c'est inique ou quand on voit des dossiers très mal faits directement là. D'autres, ça peut se discuter. Chaque dossier est un peu différent directement. Et puis, alors il y a ceux qui, visiblement, qui étaient paralysés par l'horreur de ce qui se passe, qui sont restés sur place, qui ne sortent pas de la tranchée, par exemple. D'autres qui, au moins, n'en peuvent plus supporter, qui sont partis. Bon, alors, c'est des petits déserteurs. La plupart de ces gens-là, moi, je considère que oui, il faudrait les réhabiliter. Vraiment, ils ont vécu des situations pareilles. Entre 20 ans et 40 ans, ils ont... que celui qui n'y a pas été en discute à peu près. Bon, pour ceux qui ont fait quand même des choses un peu plus loin et qui sont pénalement un peu discutables, le mot de pardon, moi, me plairait assez. C'est-à-dire que quand même, on ne dise pas ah ben non, on ne les pardonne pas. Je voudrais protester auprès de vous parce qu'on nous a interdit de déployer aujourd'hui notre banderole. Sur la réhabilitation collective? Oui, pour la réhabilitation collective des fusillés, voilà, pour l'exemple. Et je crois que c'est une atteinte à la démocratie qui est absolument inadmissible. On peut en parler, vous voyez, c'est quand même plus facile. Bah oui, mais pourquoi vous nous avez interdit? C'est pas vous qui avez interdit, mais c'est important qu'on puisse se parler sur ce sujet-là. On nous a bien dit que c'était de votre part que ça venait. Non, parce que c'était important par rapport à l'hommage qu'on fait d'avoir aussi... Il y a ici un fusillé pour l'exemple qui n'est pas réhabilité dans ce cimetière. Le caporal Truton. Et le caporal Truton n'a jamais démérité. C'est un vrai scandale qu'il soit pas. Non, mais là-dessus, vous savez que j'ai fait une action avec M. Lanouille, qui était particulièrement actif et qui l'est toujours sur l'affaire des réhabilités pour l'exemple, et on essaie de faire au cas par cas. Mais ce que vous demandez, c'est une réhabilitation collective. Voilà, je sais ce que vous demandez. Bah oui, mais justement, vous l'aviez voté quand président du... Non, j'avais voté pour les réhabilitations. Pas au cas par cas.